oui. Et tu commences par les questions publiques ou tu commences par toi? Je ne pose de questions que s'il n'y a pas de questions du public. Je trouve que c'est super de faire comme ça. Ça, c'est ce que j'ai préparé, et celle-ci, je la trouve pas géniale. Et du coup, c'est plutôt ça. Et je ne pose de questions que s'il n'y a pas de questions du public. Hein. Sinon, ça n'est qu'un filet de rattrapage, parce que sinon, en plus, je n'en ai que deux. Donc, et du coup, j'ai la question, celle-ci, je l'ai posée à Laurent Néret ce matin. Ouais, je pense que c'est pour ça. Laurent Néret, c'est quand même le spécialiste Voilà. des modèles propriétaires. Et du coup, si tu veux, moi, voilà. je suis juste un privatiste. Hein. Bah, en même temps, lui aussi. Hein. Lui, il dit je suis droit privé. Mais c'est transversal. Il est vrai que c'est un spécialiste. Oui, je ne suis pas de droit de l'environnement, j'en le fais jamais. Je n'ai jamais étudié le droit de l'environnement, je ne le fais jamais. Un tout petit peu sur le droit de la consommation, sur le recyclage, mais c'est tout. Ouais. Mais t'es mis en face, tant pis, parce que t'as même l'horaire juste là, c'est sûr. Ouais. Je me sens direct à la télévision. Ouais. Je me présente une sorte de journal. J'ai pas de fiche. Bon, c'est un peu plus clairsemé que ce matin. Mais... Oui, surtout le moment de la sieste. C'est marrant, le silence est fait du coup. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. C'est c'est bon, le son est activé pour tout le monde? Ok, super. Donc bonjour à toutes et à tous. Pour introduire cette nouvelle séquence consacrée au rapport entre nature et création artistique et à leur éventuelle hybridation, je ne reviendrai pas sur la mise en perspective bien connue de Philippe Descola qui, dans son ouvrage Par-delà nature et culture, souligne comment nos sociétés occidentales sont situées dans une ontologie naturaliste. Je rappellerai simplement quelle est la conséquence de cette ontologie. C'est que nous percevons un dualisme entre nature et culture, nous percevons une rupture fondamentale entre humains et non-humains. Ainsi, plantes, minéraux, animaux sont des objets dont l'être humain peut se saisir, soit pour les consommer, soit pour les transformer afin de produire un nouvel objet. Et sous certains aspects, ce rapport au non-humain peut être considéré comme une forme de prédation. Aujourd'hui, nous souhaitons questionner le rapport que nous, êtres humains, entretenons avec le vivant. On a vu ce matin qu'on a commencé à évoquer un peu cette question-là. Et pour mémoire, ce concept de vivant a été forgé par Baptiste Morisot, philosophe, dans ses ouvrages « Manière d'être vivant, enquête sur la vie à travers nous », paru en 2020, et « Raviver les braises du vivant, un front commun ». Et ce concept du vivant, il a une vertu primordiale qui est celle de nous rendre conscients de l'usage que nous faisons du terme de nature. Il faut également souligner comment ce terme englobe les dynamiques écologiques qui lient les organismes et les espèces, et par-delà même, comment ce concept est largement utilisé par les mouvements militants qui souhaitent accélérer, rendre tangible une transition écologique afin de répondre à la crise que nous traversons actuellement. Pour nous, historiens de l'art et juristes, ce concept peut nous aider à repenser nos relations au vivant et au non-humain. Alors, comme l'a rappelé Estelle Jong-Mengual dans son ouvrage « Apprendre à voir le point de vue du vivant », il ne s'agit pas de s'inscrire en rupture avec cette ontologie naturaliste qui est la nôtre, mais bien plus de cultiver un regard, de cultiver une attention, une curiosité profonde pour le vivant. Et pour les historiens de l'art, il s'agit, à travers l'étude des formes artistiques, de participer à la création d'un nouvel imaginaire, ou en tout cas de participer à la création d'un régime d'attention qui permette un rapport sensible au vivant, une forme de connivence, ou à tout le moins une interaction qui soit respectueuse. Et en tout cas qui s'inscrivent en rupture face à une objectivation qui fait de la nature une extériorité radicale. Alors, si l'histoire de l'art peut créer ou bien mettre en perspective un nouvel imaginaire, le droit, lui, peut se saisir de cet imaginaire pour induire de nouveaux usages.
Et enfin, pour nous inscrire dans une logique patrimoniale qui soit capable de nourrir une logique prospective, nous souhaitons faire un état des lieux. Alors, d'une part, nous souhaitons poser un regard rétrospectif sur cette forme majeure d'interaction artistique avec la nature qu'a été le land art. Et nous souhaitons donc envisager les modalités de sa patrimonialisation. C'est l'occasion d'en interroger les présupposés, et c'est Benjamin Riado qui présentera cette réflexion. D'autre part, nous voulons étudier comment la création artistique peut se saisir du vivant et par là même faire émerger des questions juridiques. Et c'est Benjamin Bretel qui abordera ce point. Ronan Bretel, excusez-moi. Donc, Ronan Bretel, vous êtes docteur en droit privé. Après un cursus à l'université de Paris 2, Panthéon-Assas en droit du marché et du patrimoine artistique, vous avez soutenu une thèse dans le cadre de l'école normale supérieure Paris-Saclay et de l'université Paris-Saclay. Votre thèse portait sur l'appréhension juridique du marché de l'art entre jeux de marché et enjeux patrimoniaux. Elle était dirigée par Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS. Vous êtes à ce titre chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique dans une unité de recherche mixte CNRS et École normale supérieure au sein de l'équipe droit de la culture. Vous avez également étudié le droit d'auteur et le droit du numérique à l'université Paris-Sud de Sceaux et de ce fait, vous avez été chargé d'études en droit de la circulation des biens culturels pour le CNRS et vous contribuez à la veille jurisprudentielle pour le Code du patrimoine édité chez Dalloz depuis plusieurs années. Enfin, après avoir été chargé d'enseignement dans de nombreuses universités, vous êtes actuellement chercheur postdoctoral à Cergy Paris Université où vous êtes également enseignant. Benjamin Riado, vous êtes théoricien de l'art, certifié de philosophie et agrégé d'art plastique. Vos travaux portent sur la façon dont les différents univers de pensée, théologie, ontologie, déconstruction, nourrissent la compréhension de l'art. Vous avez écrit 2 ouvrages. Le premier d'histoire de la philosophie, le « Je ne sais quoi au XVIIe siècle », paru en 2012, et le deuxième sur l'art américain des années 1970, Paysage théorique du land art, paru en 2020. Vous avez cofondé et coordonné la revue en ligne Proteus.fr, cahier de théorie de l'art. Donc, vous allez évoquer la patrimonialisation du land art et comment on en conserve la trace, la mémoire, tout en interrogeant la frontière entre nature et culture. Et dans un second temps, Ronan Bretel vous présenterez les enjeux du droit de la création face à la nature, comment l'artificialisation, l'utilisation de la nature comme une ressource, comment les interactions avec le non-humain viennent rencontrer des limites et rendre compte des représentations de notre société. Benjamin Riado, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et organisatrices de m'avoir permis d'échanger avec vous sur ces questions, de m'avoir fait venir ici. Donc le land art, c'était le sujet de ma thèse et ensuite donc, du livre que vous avez cité. Je l'ai apporté ici, mais je n'en vends pas d'exemplaires. C'est pour mémoire. Publié aux presses universitaires de Vincennes. Et donc dans ce livre, j'aborde pas frontalement la question du patrimoine, mais plutôt celle connexe du monument. Et pour cela, j'avais emprunté à Jacques Derrida, dans le mouvement de déconstruction, cette notion de monument, en un seul mot, monument, qui me semble assez pertinente pour essayer de saisir qu'est-ce qui se passe du rapport des arts plastiques avec le patrimoine dans le land art. Et donc, je pense que ce qui se passe, pour vous en dire un petit mot de résumé, c'est qu'essentiellement, les artistes vont mettre en scène la notion de patrimoine en vue simplement d'assister à sa destruction. Et je vais m'en expliquer. Pour commencer, je vais peut-être commencer par vous montrer une œuvre assez consensuelle de ce qu'on entend par land art. La voici. Oui, mon image est entière. Donc ce que vous voyez, c'est l'œuvre d'un jeune artiste britannique de 22 ans qui, lors d'un trajet en train depuis Londres pour regagner sa résidence familiale du côté de Bristol, a pris le train et après 20 minutes de trajet, inopinément, est descendu du train à la vue d'un champ, celui même que vous voyez. Du coup, il le parcourt à pied et en faisant cela, il imagine une œuvre en marchant. Ce serait, cette œuvre, la trace laissée par le poids de son corps sur l'herbe, au gré de ses allées et venues, sur un même axe. C'est cet axe que l'on devine au centre de l'image.
Donc l'artiste produit l'œuvre en marchant, mais pas le support qui permettrait de transporter ou de vendre cette œuvre. Elle reste ainsi solidaire du paysage, celui-là même qui l'a attiré hors du train. Et donc, fini, toile et tubes de couleur, ce qu'on appelle dans le jargon les formants plastiques de l'œuvre, c'est-à-dire ce qui constitue la matière perceptible de cette œuvre pour un spectateur, intègre d'une certaine façon la nature elle-même, ou en tout cas une certaine idée de la nature. Les brins d'herbe couchés sous les pas de l'artiste ne le resteront pas tout le temps, hein, tout au plus l'après-midi même, après quoi la nature reprendra ses droits, c'est-à-dire le droit de ne pas se limiter à ressembler ou à appartenir à quelque chose d'artistique. Donc vous voyez ici la captation photographique d'une œuvre éphémère, ce qui est souvent le cas dans le land art. On voit parfois dans cette œuvre le coup de lancement du mouvement land art, si on peut parler de mouvement, à savoir, j'entends par land art, une forme d'art conceptuel dont les artistes investissent conjointement des espaces sur Terre, des territoires, mais aussi des espaces mentaux. Et la façon dont ils les investissent, de cette façon découlera ce qu'il convient d'entendre par patrimoine. En l'espèce, l'œuvre de Richard Long que vous avez sous les yeux, est-ce qu'elle a enrichi le patrimoine artistique du Royaume-Uni, puisque c'est un artiste britannique? Oui, mais en un certain sens du terme patrimoine. Et l'autre question que j'ai à poser, c'est par quoi cet enrichissement se traduit-il, outre le fait de voir reproduite la photographie prise par l'artiste dans les livres d'art? On va essayer de voir comment ça se passe. J'ai consulté l'article, vous m'avez fait faire ça, j'ai consulté l'article 1 du Code du patrimoine qui désigne comme tel des biens immobiliers ou mobiliers qui présentent un intérêt historique, artistique, esthétique ou autre. On voit bien ici que parmi les biens mobiliers ne figure pas le champ dans lequel s'inscrit l'œuvre. Il n'a d'ailleurs pas pu être formellement identifié par les historiens de l'art. Apparemment, il se situerait du côté de Wiltshire, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Bristol. Et en l'état, peut-être n'existe-t-il tout simplement plus. Je postule donc que le patrimoine artistique est ici plus qu'une marchandise et moins qu'un territoire. Il se situe entre les deux. Et sans doute cet interstice concerne-t-il tout l'art conceptuel, dont les manifestations physiques sont généralement contingentes et importent donc moins que l'idée ou la représentation qui s'impose à notre esprit au contact des œuvres. Mais est-ce qu'on peut balayer aussi facilement les contingences territoriales concernant les œuvres absolument gigantesques, souvent du land art? On va le voir. Un petit mot d'historiographie peut-être, pour vous dire que l'appellation land art, généralement, cause une sorte de malaise aux spécialistes, d'une certaine façon parce qu'elle est imparfaite et qu'elle concerne des pratiques plutôt méconnues, souvent incomprises. Méconnues de moins en moins quand même ces dernières années, je trouve que les publications s'intensifient sur cette question. Pour faire bref, je dirais que le land art, c'est une étiquette donc imparfaite pour ranger ensemble des œuvres dans un tiroir conceptuel qui conviendrait assez bien les unes avec les autres, mais qui comporterait des artistes, auteurs de ces œuvres, qui eux-mêmes ne se reconnaissent pas bien dans cette appellation. Et c'est le cas de Richard Long que vous voyez ici, qui lui rejette explicitement l'étiquette. Et pour lui, land art, je cite, cela veut dire des bulldozers, pas quelqu'un qui marche sur un champ, hein, des bulldozers et des grands projets. Il me semble, dit-il, que c'est un mouvement américain. C'est de la construction sur de la terre qu'ont acheté les artistes. Le propos est de faire un grand monument permanent. Alors, c'est à la fois pas tout à fait vrai et une restitution fidèle de ce qui se passe dans la plupart des œuvres land art que j'ai étudiées. Donc on va essayer de voir ça plus en détail. On voit bien que la question de la nature n'est pas du tout au cœur de la préoccupation des land artistes, mais tout de même suffisamment pour que réside une forme de confusion entre le land art et une catégorie plus large qu'on appellerait art environnemental. On parle parfois d'art écologique, mais il y a peu de gens qui se risquent sur ce terrain. Art environnemental étant une catégorie plus vague, mais aussi un peu plus large que celle de land art. En un mot, pour Richard Long, le land art, c'est un art qui concerne l'édification de monuments. Il le dit dans une forme d'ailleurs de gigantisme, et assez peu, en ce sens, sensible à la question des espaces naturels, la biodiversité sur ces espaces, etc.
Donc c'est ce que je vais essayer d'illustrer dans un premier temps. Passons à cette diapo. Oui, c'est pas celle-là que je voulais montrer d'abord. C'est plutôt... Non, elle n'a pas été rajoutée, je pense. Non. Mais c'est pas grave, je vais enchaîner sur celle-ci. Donc les artistes américains, ce sont... Richard Long a raison, ce sont souvent des artistes qui ont acheté des parcelles de terrain dont ils sont devenus les propriétaires grâce à des riches donateurs. Et ensuite, ils ont construit avec des gros tracteurs et des gros instruments de BTP, ils ont construit des œuvres qui sont souvent visibles, comme vous le voyez pour cet exemple-là, depuis le ciel, depuis un hélicoptère, depuis un avion. C'est le cas notamment d'une œuvre emblématique qui s'appelle Spiral Jetty, peut-être reconnaissez-vous déjà, parce que c'est l'une de celles qu'on connaît le mieux généralement. Et donc il l'a fabriquée près du lac Salé. Et s'il a choisi ce site, c'est pas du tout parce que ce serait un site où on voit une nature spectaculaire devant nos yeux et qui crée un paysage splendide, mais surtout parce que cela fait partie d'un territoire qui a connu un passé industriel et des turpitudes sur ce plan-là. Et c'est aussi un peu le cas pour que l'œuvre que vous voyez. C'est une œuvre de Michael Heiser qu'il a fait alors qu'il avait, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça, et qui se trouve près de Overton, au Nevada, dans l'État du Nevada. Et donc, pour vous dire combien la nature n'est pas vraiment en question dans cette œuvre qui pourtant a l'air de s'inscrire dans un espace naturel incroyable, il a eu ce propos dans un entretien où il dit « Ma pratique reflète en particulier ma conscience de vivre à l'ère nucléaire. Nous sommes peut-être en train de vivre la fin de la civilisation. » Et il disait cela dans les années 70. Pourquoi dit-il cela? Tout simplement parce que ce qui l'intéresse dans les grandes étendues du Nevada, grandes étendues désertiques, c'est que c'est un territoire sur lequel l'armée américaine a aussi beaucoup étendu ses activités, notamment pas très loin de la zone 51, dans laquelle il y a eu je crois des essais nucléaires dans les années 60. Et donc s'il a choisi ce territoire-là, Michael Heiser, c'est vraiment pour se rapprocher du mystère de la zone 51 et qui concerne donc un mystère technologique, vraiment. J'ai plus de précisions sur la prospection pour cette œuvre-là. Apparemment, il est allé à Overton parce qu'il y a un aérodrome à Overton. Et donc, on peut facilement emprunter des avions pour survoler la zone, qui n'est pas proche des zones militaires, donc on a le droit de les survoler. Et donc, il a ajouté son dévolu sur la parcelle que vous voyez, qu'il a fait acquérir par la donatrice, la galeriste Virginia Dwan, pour 27 000 $ de terrain. Et ensuite, sur place, la donatrice a investi 40 000 $ de travaux. Donc il a fait venir des gros camions. Il a fait appel à des sociétés spécialisées parce qu'apparemment les travaux comportaient des dangers, puisqu'il s'agit essentiellement, vous voyez donc là l'œuvre du dessus, vous voyez que c'est l'encoche de part et d'autre d'un ravin qui constitue l'œuvre. Et là, sur cette image-là, on est à l'extrémité de l'une des encoches, c'est-à-dire qu'on est au niveau du sol, sur le plateau rocheux qu'on appelle une mesa, et on peut, à pied, s'enfoncer à l'intérieur de l'encoche, lesquelles ont été donc taillées à flanc totalement à partir de rien par des gros camions, quoi. Et je crois que quand vous êtes au fond du sillon, on a une œuvre qui est d'une quinzaine de mètres de haut. Donc c'était tout à fait dangereux pour les camions de travailler sur cette zone, puisque comme ils creusaient sans cesse, il y a le risque de tomber. Quand on arrive d'ailleurs, on arrive en véhicule par des pistes qui sont non tracées, et si on ne voit pas l'œuvre, on peut tomber. Jusque-là, je ne crois pas que des incidents ont été rapportés, mais parce que vraiment personne n'y va. Mais c'est très compliqué d'accès, j'ai essayé. C'est moi qui ai pris cette photo que vous voyez. Donc je m'y suis rendu, j'ai la preuve. Mais oui, c'est tout à fait dangereux comme endroit. Et vous voyez qu'il y a des parties qui sont déjà éboulées. Donc en plus, le site présente des risques dès qu'on l'aborde, soit à pied, soit en véhicule. Donc voilà, ce site est tout à fait dangereux, n'y allez pas.
Donc ce qui intéresse l'artiste, c'est avant tout un ensemble de données plastiques et pas des données naturelles. Michael Eisner n'a cessé de le dire, hein, ce qui l'intéresse, c'est l'action mécanisée de l'artiste, le déplacement et l'éboulement de la roche par la tranchée creusée, les deux tranchées creusées, et lesquelles, si vous le voyez de dessus, les camions sont intervenus par les extrémités, ont creusé la roche et l'ont tout simplement provoqué des éboulements dans le ravin. Donc le but était de creuser et de déplacer la roche jusque dans le ravin pour que la matière soit abandonnée là. Voilà. C'est parce que son travail est essentiellement dans l'édification d'espaces négatifs, creusés à même la matière, qu'il emploie l'expression de unsculpture, c'est-à-dire de non-sculpture, de sculpture négative. Plus tard, il parlera de sculpture in reverse, sculpture renversée. Et justement, quand on pénètre dans la sculpture, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on ne voit rien. Et notamment, on ne voit rien de l'espace extérieur absolument magnifique. Vous avez sur la partie droite, là où j'ai mis mon encadré vert, vous avez une rivière à côté avec des berges splendides. Tout ça, toute cette dimension esthétique du paysage ne l'intéresse absolument pas. J'ai relevé la citation de Gilles Tiberghien, qui est un spécialiste du land art, et qui dit « Le double négatif, cette œuvre, est constitué de deux encoches de part et d'autre d'un vide et n'est jamais visible si l'on reste au niveau du sol que par l'une ou l'autre de ses extrémités. Cette structure interdit d'en avoir une vision centrale et nous contraint à une position toujours excentrique. L'œuvre serait ainsi une métaphore de la manière dont le moi se connaît lui-même. » C'est une interprétation de Tiberghien. Autrement dit, jamais de l'intérieur, mais seulement à travers la façon dont il apparaît aux autres. Donc vous voyez, c'est la vision depuis un avion, comme ici, de cette œuvre, et pas une restitution fidèle de l'expérience que l'on a quand on est au contact de cette œuvre, puisqu'on arrive par la piste et on ne voit absolument rien. Mais on voit quand même la sensibilité très anthropocentrique qui se dégage de l'œuvre. C'est une œuvre sur le regard et pas sur autre chose. D'autres exemples qui me permettent d'enfoncer un peu le clou sur cette dimension non écologique du land art. Vous voyez ici l'artiste Robert Smithson qui s'est rendu sur un site qui s'appelle Mono Lake, un site naturel, avec sa femme Nancy Holt, mais aussi avec Michael Eisner, que je n'ai pas crédité ici. Et ils ont réalisé une vidéo là-bas. Mais ce qui intéresse précisément Smithson sur ce site, c'est qu'on a l'impression de ne pas être sur Terre. On a l'impression que c'est un paysage d'une autre planète connue pour son étrangeté, si vous voulez. Et donc il faut bien se replacer dans le contexte des années 60, où Robert Smithson est un grand lecteur de science-fiction. Ce qui l'intéresse, c'est les espaces qui ont l'air de ne pas être d'ici, si vous voulez. Et ce n'est pas du tout un intérêt pour ce lieu, cet espace naturel relativement bien préservé, qui est ici dépeint sur l'image. Dans cette autre diapo, on voit une œuvre de Dennis Oppenheim, où précisément là, ce qu'il s'agit de faire, au-dessus d'un site désertique qui s'appelle El Mirage Dry Lake, aux États-Unis, en Californie, ce qui l'intéresse, c'est de piloter, de commander par radio un pilote d'avion et il lui ordonne de faire des motifs précis dans le ciel, ces motifs que l'on peut voir grâce à la espèce de fumée blanche qui propulse l'avion. Donc les préoccupations écologiques ne sont pas trop au rendez-vous. Enfin, j'avais envie de vous montrer cette œuvre de James Turrell, qui est un site naturel, c'est Roden Crater, et ce site a été investi par l'artiste à grands coups de millions pour y fabriquer une sorte de parc d'attractions un petit peu, mais dans lequel, vous voyez les salles du complexe de Roden Crater, dans lequel la lumière intervient comme un acteur invité par les Oculus qu'il a fait aménager dans le document, enfin dans le lieu. Donc là, je vous ai pris une photo de la salle ciel bleu, et la photo d'à côté, on ne voit pas bien car c'est en noir et blanc, mais en gros, le disque blanc que vous voyez, c'est le soleil qui vient à une heure donnée et à une date donnée exactement viser l'Oculus de cette même pièce. D'accord ? Voilà. On a d'autres œuvres comme ça
J'ai été voir cette pièce aux Pays-Bas, qui s'appelle Observatory. Il en a fait 2 versions, il y en a une qui est détruite et celle-ci est encore en place, dans un état relativement pas très très bien conservé. Si vous vous reportez à cette image que j'ai prise moi-même, en me rendant sur les lieux, bon, c'est dans un état de délabrement avancé, mais quand même, on voit toujours les parties avec le remblai terreux qui forment un cercle, et les petites encoches en béton que vous voyez peut-être à l'horizon qui forment un petit V. Il y a vraiment un... Oui, ça marche, c'est génial. Vous voyez ici les espèces d'éléments en béton. Ce sont des éléments qui ont une fonction astronomique, c'est-à-dire que si vous vous rendez, comme j'ai essayé de le faire sur ce site, par exemple au solstice d'hiver, il est 5h39 sur la photo, vous pouvez voir le lever de soleil par temps clair au solstice d'hiver, donc le 21 décembre, je crois, se lever pile sur la petite encoche. Il voulait que ça se passe comme ça, en tout cas. Voilà. Donc, vous voyez que l'intérêt des artistes est plus un intérêt pour l'optique, pour des phénomènes comme ça où on voit les astres réagir avec l'œuvre, plutôt qu'une prise en compte cosmologique de notre place sur Terre par rapport au Soleil dans le vaste univers. Donc il y a plus quelque chose de l'ordre d'une dialectique nature-technique que d'une prise en compte de l'environnement. Se pose ainsi la question, et j'arrive à mon deuxième point, de ce que les artistes donnent à voir au public. La question du document est à ce titre centrale chez les gens d'artistes, en ce qu'elle met l'accent sur la marchandisation possible de leur travail, mais aussi sur le caractère confiscatoire du spectacle photographié. En ce sens que tout se passe comme si ce qui avait motivé la captation était réservé à la jouissance personnelle de l'artiste, finalement, que le phénomène esthétique relevé n'avait lieu que pour lui. Je vais essayer de détailler un petit peu ce point. Tout va bien? Il me reste 10 minutes? Je vais essayer d'aller vite. Donc, j'aimerais qu'on passe sur cette œuvre. Alors, une œuvre très étrange, puisque c'est une œuvre qui est apparue publiée dans les colonnes de Art Forum, un magazine artistique, si vous voulez, pendant l'année 1967. Et donc, c'est une double page dans laquelle on voit 6 relevés photographiques et un plan. J'ai dû oublier un relevé photographique, là je vous ai juste mis le plan en 6e vignette. Et donc c'est une pièce textuelle dans laquelle l'artiste réalise et fictionnalise tout en même temps un trajet en autobus dans la ville de Passaic, qui est une ville de banlieue du New Jersey. Pas très intéressante, enfin pas spectaculairement magnifique. Et en fait, ce qui intéresse l'artiste dans cette ville, c'est ce qu'il appelle les monuments de Passaic. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qu'il appelle monuments à l'occasion de cette œuvre. Vous le voyez, elles sont photographiées. Il s'agit de petits détails, de chantiers de construction dans lesquels on voit beaucoup de canalisation, vous le voyez. Un pont métallique type un peu Eiffel qui s'appelle Bridge Monument. À mon avis, il l'a sélectionné à cause du nom, parce qu'il y a monument dans le titre, mais je n'en suis pas sûr, je ne lui ai pas demandé. Il est mort en 73 avant que je naisse, en s'écrasant en hélicoptère sur le site d'une œuvre qu'il voulait investir dans le futur. Et vous avez aussi une sorte de bac à sable en bas dans le carré. Et donc, la question qui se pose, c'est de quoi les monuments de Passaic sont-ils les monuments? Et donc là-dessus, l'artiste s'est expliqué. En gros, les monuments qui sont devant nous sont des monuments de l'entropie, une notion qu'il emprunte aux scientifiques, pour lesquels l'entropie, c'est la perte ou l'évidement de l'énergie irrémédiablement, l'épuisement de toute forme d'énergie, et dans laquelle, lui, il voit plutôt une sorte de désordre constitutif de la matière, amené à toujours plus de détérioration, mais jamais d'amélioration. Et donc, ce qu'il voit à travers la vitre d'un autobus, dans lequel il circule en autobus dans Passaic, et il prend des photos depuis la vitre de l'autobus, sauf quand il est descendu sur le pont. Il prend en photographie ces monuments,
Et comme si il s'agissait de cartes postales, hein, il le dit. Je vais vous retrouver la citation. Où est-ce que c'est ? Il dit, enfin, je ne la vois pas présentement, mais il dit que c'est des sortes de cartes postales d'un monde en autodestruction, globalement. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que finalement, il appelle ça des ruines à l'envers. On parlait de ruines ce matin. Il appelle ça des ruines à l'envers. Pourquoi ? Parce que si on était dans le futur, ce qui apparaîtrait au présent serait une étape de sa constitution, sauf que par l'anticipation de son futur, ce que l'on voit, c'est déjà quelque chose en ruine. On peut déjà présager qu'il ne va rien produire d'achevé. Il ne va rien se produire d'achevé dans ces sites. C'est pour ça qu'il les appelle des ruines. Bon, vous le voyez, c'est une conception du monument qui est très idiosyncrasique, c'est-à-dire que ça ne fait sens un peu que pour lui, mais il propose à l'appréciation du public, dans les colonnes d'Art Forum, ces monuments. Et donc la question est de savoir s'il n'y a pas un peu quelque chose d'arbitraire là-dedans, c'est-à-dire que ça fait monument pour lui, mais comment d'autres que lui pourraient se saisir de la monumentalisation ou de la patrimonialisation de ces éléments. C'est ça qui fait un peu question. J'ai un autre type d'exemple de ces interventions par un autre artiste. Voilà. Ça, c'est plus parlant à mon avis. Il s'agit d'un artiste qui s'appelle Dennis Oppenheim, et lui, il a créé un dispositif qui s'appelle Site Markers with Information. Et en fait, dans cette œuvre-là, en gros, il crée des marqueurs, c'est-à-dire des espèces de pieux en pointe. Vous en voyez un qui est taillé là. Et ces marqueurs, il les positionne dans un endroit du paysage réel, et pareil que Smithson, dans des banlieues un petit peu mornes, comme ça, où il n'y a pas trop grand-chose à voir. Et il prend ensuite une photo du lieu qu'il a marqué, et donc de l'endroit d'où il a pris la photo. Et ensuite, il propose dans un relevé documentaire que vous voyez là, il propose une description du lieu et des indications sur sa localisation. Et pareil, le choix des sites qu'il a voulu marquer fait un peu question, parce qu'il n'y a rien de spectaculaire dans le fait d'avoir un escalier en béton près d'un bâtiment. Donc, vous voyez, il y a à chaque fois quelque chose qui relève pour moi de la posture d'artiste, c'est-à-dire que ces deux artistes, Smithson et Oppenheim, pour ce qui les concerne, se dessaisissent un petit peu de la position de créateur et à la place se changent en témoin de quelque chose qui est pour eux digne d'être patrimonialisé et qui se trouve dans des espaces volontairement loin des centres d'art, loin des lieux d'intérêt où le public se déplacerait en masse, mais au contraire dans des espaces un peu délaissés de la friche ou vraiment du périurbain, pas très intéressant normalement. Et donc c'est un petit peu une conversion du regard à laquelle ils invitent. J'aimerais aborder enfin un dernier point, très rapidement, normalement, sur la question de la conservation de ce patrimoine dont vous voyez bien qu'il a un caractère un peu paradoxal, un peu qu'y a-t-il à conserver dans tout cela ? Et j'aimerais commencer par une citation de Heiser qui dit « On ne place pas une œuvre dans un lieu, elle est ce lieu ». C'est-à-dire que le lieu d'élection de l'investissement de l'artiste le change ipso facto en œuvre d'art, si vous voulez. Et donc, envisager le site des œuvres comme un patrimoine, c'est évidemment s'engager à le conserver. Et pour certaines d'entre elles, elles en ont besoin. Je vous l'indiquais à partir de l'œuvre de Michael Heiser. Mais je crois, quand on parle de la question de la conservation, qu'il faut cependant essayer d'envisager une typologie des choses. Alors, je la partage avec vous et vous me direz ce que vous en pensez. Je séparerai en un premier point les œuvres pour lesquelles on ne peut rien faire parce qu'elles sont parfaitement éphémères. On pense bien sûr à Richard Long, l'œuvre par laquelle je commençais, mais on peut penser aussi aux dessins dans la neige qui ont été réalisés par une motoneige électrique par Dennis Oppenheim dans les années 60 et qui, très probablement quelques heures après leur création, ont totalement disparu. Et donc la démarche de conservation de ces œuvres, à mon avis, se reporte, si je puis dire, sur la conservation la meilleure possible des documents qui ont été produits à propos de ces œuvres, et puis c'est forcément tout ce qui nous reste. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait placer
ces efforts. Ensuite, dans une deuxième catégorie, je parlerai des œuvres dont l'évolution, la dégradation ou la réémergence fait partie du dispositif lui-même. C'est le cas pour Spiral Jetty de Smithson, qui est un site qui se trouvait sur les bords du lac Salé et qui a pendant très longtemps été recouvert par les eaux du lac, pendant une trentaine d'années, je pense, et qui, de nos jours, maintenant, les eaux se sont retirées très loin, et donc le site est à sec, finalement. Enfin, dans la troisième catégorie, on pourrait parler de ces œuvres qui ont plus explicitement besoin d'actes de conservation, faute de quoi le destin de l'œuvre, c'est évidemment sa détérioration. Et d'ailleurs, Heiser est très remonté contre le MoCA qui possède son œuvre Double Negative. C'est le musée d'art contemporain de Los Angeles. Et Heiser en veut beaucoup à ce musée parce qu'il n'a pas engagé de travaux ou d'actions pour conserver son œuvre, laquelle se délabre. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai demandé les droits de certaines images de l'œuvre à Heiser pour mon livre, et je voulais inclure cette image et d'autres que j'ai réalisées moi-même pour qu'on voit l'état actuel de l'œuvre. Et Heiser a refusé de céder les droits pour ces images parce qu'elles présentent un état de l'œuvre qui ne lui convient pas finalement, avec lequel il n'est pas en paix. Et donc, pour compenser, il m'a autorisé à reproduire des images que lui autorise gratuitement. On le remercie. Mais bon, voilà, il n'est pas du tout en paix avec l'état des œuvres présentement. Pour conclure, je dirais que la tentative de Smithson de qualifier de patrimoine un regard et non une chose regardée, est ce qui finalement fait qu'il est question avec le land art d'un patrimoine impossible. Parce que finalement, il retourne comme un gant l'entreprise même du patrimoine, c'est-à-dire reconnaître ce qui est constitutif d'un fait culturel, dans le cas de l'art, et le conserver comme tel de la façon la plus appropriée pour le bénéfice de tous. Eh bien, lui, c'est précisément le contraire qu'il propose. Et, comment dire, c'est un peu ce qui fait la beauté du land art, mais aussi ce qui fait son caractère un petit peu incompréhensible ou un peu insaisissable, c'est qu'il commande d'une certaine façon une sorte de conversion du regard et d'accepter de regarder des choses qui ont disparu ou qui sont en voie de disparaître comme du patrimoine qu'on ne peut pas sauver d'une certaine façon. Voilà, merci. Merci beaucoup Benjamin Riado. Et maintenant, je vais passer la parole à Ronan Bretel. Merci beaucoup. Alors, je tiens tout d'abord, comme il est d'usage, mais très sincèrement, à remercier le comité scientifique de m'avoir convié à participer à cette journée et ici à se questionner dans cette temporalité particulière de la création antérieure à la patrimonialisation, même si souvent les dynamiques institutionnelles vont déjà y prédestiner à certains égards. Et je voudrais vous emmener au travail dans cette question de la frontière entre l'espace culturel et la nature pour interroger notre rapport artistique aux entités minérales, végétales et animales, avec peut-être ce mouvement d'hybridation. Alors naturellement, je suis un juriste, je verrai donc les choses depuis le petit bout de la lorgnette, celui du conflit, voire du procès, il se fait rare, mais vous verrez que pour une fois j'ai des images et je suis enrichi de quelques exemples d'art contemporain qui me venaient un petit peu au fur et à mesure de mon propos. Alors j'aborderai cette question de la frontière entre une sphère supposée naturelle et une autre supposée culturelle dans les deux directions de perméabilité. Et j'aborderai d'une part tout d'abord le champ de la nature végétale et minérale, d'une manière un petit peu arbitraire, et dans une seconde partie, la question de l'irruption animale dans le sanctuaire culturel. Tout d'abord donc la création à partir de la nature végétale et minérale. Il s'agit ici d'envisager la question de la nature comme ressource de création, comme un matériau de l'art. Marcel Duchamp nous a appris que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, ou à peu près. Vis-à-vis de la nature, dans une dialectique du sujet et de ses objets, notre création artistique est donc avant tout, on l'a vu à l'instant, un regard sur le monde. Et même sans y toucher, dans ce qu'il peut en donner à voir, l'artiste propose une artification, pour le reprendre le concept des sociologues Heinick et Shapiro, qui parle à ce propos de passage à l'art.
D'ailleurs, en 2011, dans cette idée, le Centre Pompidou-Metz nous avait honoré d'une magnifique exposition intitulée « Le ciel comme atelier », mettant à l'honneur la figure centrale d'Yves Klein, mais autour de lui toute une constellation d'artistes, du Japon aux Pays-Bas, comme on vient de voir à l'instant, qui proposaient de réinventer un nouveau rapport de l'homme à son environnement dans un contexte particulier qui est celui de l'après-guerre et de sa tabula rasa. En 1946, Yves Klein poussa même l'appropriation de son environnement à son paroxysme en, je cite, « signant de son nom l'envers du ciel », endossant ainsi une noctorialité de l'alchimiste, dit-il, plutôt que du créateur. Il considère que cet espace infini fait œuvre. Les spatialistes italiens ne feront pas autre chose lorsqu'ils provoqueront des arcs-en-ciel, mais ces arcs-en-ciel étant évidemment des phénomènes naturels. Il s'agit donc de penser un rapport artistique, un espace de relation artistique, précisément entre l'individu créateur et son environnement. La dynamique créatrice vis-à-vis de la nature non animale, c'est-à-dire les minéraux et végétaux, peut, à mon avis, être schématiquement résumée à deux positions. Tout d'abord avec un regard ou un geste créateur qui procède d'une artification de la nature, mais aussi un second qui fait des ressources naturelles un matériau de création, et ça sera donc ma double proposition à cet endroit. Tout d'abord, l'artification de la nature. Dans les exemples d'œuvres réalisées non pas d'après nature, mais par nature, préside cette idée d'un arbitraire créateur qui, par une énonciation performative, considère qu'une opération dans le paysage, on l'a vu au tout début, ou une situation naturelle font œuvre. Je vous donne quelques autres exemples qui nécessitent de la manipulation. À gauche, Abraham Poincheval vous propose quelques minutes de vous enfermer dans un rocher. Lui a passé beaucoup plus longtemps. Et évidemment, la réalisation qui a été commentée il y a un instant avec une photo plus ancienne, ça nous permet de comparer les deux. Soit parfois en n'y tâchant rien du tout, lorsque Marina Abramovic nous propose de méditer dans son cristal cinéma face à un quartz ou de se reposer à droite dans ses installations d'obsidienne. Certains artistes vont même plus loin et érigent en art des situations qui sont seulement des rapports au monde. Hamish Fulton nous invite ainsi à parcourir une certaine distance consciemment, Tania Moreau en bas à droite à méditer au milieu des arbres dans une certaine position, ou Ian Wilson à conscientiser, je cite, un espace dans notre rapport gravitaire à la surface habitée. Dans toutes ces hypothèses purement relationnelles à l'environnement, pas de choses, pas d'appropriation, et donc pour le juriste, pas de propriété corporelle. Comment peut donc faire le juriste? Quelle peut être sa prise de réflexion? Eh bien, sans doute le droit qui va le plus vers l'immatériel, la question du droit d'auteur. Alors, quelques petits rappels s'imposent. Tout d'abord, que protège le droit d'auteur? Ce sont toutes les œuvres de l'esprit. Celles-ci, comment sont-elles définies? Elles ne le sont pas, mais on considère que ce sont les créations de forme originale, c'est-à-dire empreintes de la personnalité de leur auteur, et elles le sont du seul fait de la création. Du seul fait d'un autre principe général, l'indifférence au genre, au mérite, à la forme et à la destination, il n'y a a priori pas d'exclusion du droit d'auteur sur les œuvres les plus immatérielles dans des relations environnementales, comme les exemples n'ont pu nous le montrer. De la même façon, l'éphémère n'est pas un rempart à la protection par le droit d'auteur. La non-permanence de l'expression n'y fait rien. Il est tout à fait possible de protéger des œuvres éphémères. Il faut donc, mais il suffit, une création de forme originale pour ouvrir à des droits d'auteur. Mais finalement, ici, quelle est l'assiette de la protection? Qu'est-ce qui fait création au sens de la propriété intellectuelle? Le Code n'en dit rien, et depuis un siècle et demi, voire un peu plus, la jurisprudence a eu à combler ces manques en essayant de définir ce qu'était une œuvre. Elle est à minima une prise modificatrice sur le monde, en l'occurrence naturelle, c'est-à-dire une intervention consciente dans l'univers des formes, accessible au sens. Et j'insiste, c'est la modification elle-même qui fait œuvre, et non pas l'idée de le faire, puisque, selon le grand juriste Henri Desbois, les idées sont par essence et par destination de libre parcours. Ainsi, on pourrait très bien creuser une tranchée dans son jardin à la manière d'eux, sans faire une contrefaçon de droit d'auteur d'un artiste de land art. Mais l'histoire de l'art contemporain n'est pas nécessairement dans ce fekit, dans cette idée de faire. Il peut opérer seulement par l'inuinit, pour emprunter au langage de la gravure de la Renaissance. Ainsi en va-t-il des ready-made, c'est-à-dire surtout pas celui de gauche, mais des véritables ready-made, où on se contente d'extraire des univers de la consommation un objet pour l'ériger
à la dignité artistique. Et ce que nous dit le droit d'auteur à travers une jurisprudence paradis de Jacob Gottel, c'est que la manière n'est pas protégée, mais le résultat de cette manière, lui, l'est, parce que précisément, il y a une empreinte dans la réalité. De plus, il y a une deuxième œuvre qui fait naître du droit d'auteur, c'est précisément la photographie, souvent seul support de la capture de ces œuvres. La véritable Fontaine de Marcel Duchamp est détruite, c'est une seconde actualisation que vous pouvez voir dans les salles du Centre Pompidou. Mais pour revenir au Land Art, que faut-il faire face à Walter de Maria, dont l'œuvre se contente, si j'ose dire, d'ériger des pylônes en plein milieu du désert, je ne sais trop où, dans le Nouveau-Mexique, si j'ai bon souvenir, pour arriver à une situation, alors vous pouvez louer une petite maison et surveiller un jour de tonnerre qu'il se passe quelque chose, l'œuvre va se formaliser avec l'arrivée de la foudre. Y a-t-il là œuvre au sens du droit d'auteur? Ce n'est pas certain, évidemment par la photographie, mais est-ce qu'il y a une prise suffisante dans la matérialité, dans l'univers des formes? En tout cas, on est loin de la doctrine qui, en 1903, s'interrogeait sur une nouvelle technologie appelée la photographie, et les juges refusant au début en tout cas, la protection par le droit d'auteur, estimant que l'œuvre n'était que les résultantes d'une part de l'appareil de photographie et d'autre part du soleil. Je n'ai pas pu m'empêcher de réappuyer là-dessus, je trouvais que voir le soleil comme un artiste était quelque chose d'assez intéressant. Plus rapidement maintenant, les ressources naturelles comme matériaux de création. En effet, c'est une chose assez basique, l'art n'est finalement qu'un arrangement pigmentaire pour la peinture, un arrangement de matière pour la sculpture. Alors, j'évacuerai quelques questions, on pourra y revenir éventuellement dans les débats, celle des espèces protégées que nous, juristes, nous connaissons à travers les CITES, à travers les produits du corps, avec Michel Journiac que j'aime tant en haut à droite, et puis évidemment les vivariums, avec la question plus large des espèces vivantes dans des institutions muséales ou paramuséales. Ici, plus conceptuellement, ce qui va m'intéresser, c'est l'appropriabilité de la grammaire fondamentale que nous offre la nature. Et dans l'univers de la création sonore, dès le XIXe siècle, le juge a eu à se prononcer, certains revendiquant des droits d'auteur sur des rythmes, des harmonies ou des mélodies. Eh bien non, elles ne sont pas appropriables par la propriété intellectuelle. Pourquoi? C'est assez simple. Il n'y a grosso modo que cette note, des variations limitées de rythmique et une polyphonie qui en dépend elle-même limitée. De la même manière, la captation des ressources sonores de la nature est tout à fait possible et libre. Personne ne peut vous priver, y compris Bernard Faure qui est ici à gauche, d'enregistrer les bruits d'un rouge-gorge, si j'ai bon souvenir dans la photo que j'ai récupérée, pour faire une composition sonore à partir de ces bruits fondamentaux de la nature. Alors ça pourrait être une question qui paraît marginale, mais je crois que la formidable exposition Musique animale nous l'a montré, tout un champ de la création sonore et ou plastique, les frontières ne sont pas si fermes que cela, se fait précisément à partir de cette grammaire sonore. Mais beaucoup d'historiens de l'art dans cette salle, j'en viens donc à la question des couleurs. Est-ce qu'on peut s'approprier, en droit d'auteur ou en propriété intellectuelle, réserver cette question de la couleur? Certains ici s'y intéressent tout particulièrement, et ce spectre de la couleur est évidemment limité. Eh bien non, il n'y a pas en soi de limitation de l'appropriation des couleurs, et seules d'autres ressources de propriété intellectuelle, notamment le brevet, permettent de créer des exclusivités. Vous avez à gauche Anish Kapoor avec son ultra noir, je ne vais pas dire un outre noir, qui a d'ailleurs posé une question de droit, puisque quelqu'un est tombé dans le trou et a porté plainte contre le musée parce qu'il n'a pas été averti. Et puis d'autres artistes, avec un geste très délicat, comme vous pouvez le voir à droite, ont recréé d'autres couleurs avec le super pink, qui est donc ouvert à tout le monde, sauf à Anish Kapoor. Ici, on a évidemment un réinvestissement par le droit dès l'application des habitudes du capitalisme par cette appropriation sauvage sur les matériaux de la création. Finalement, maintenant, l'irruption animale dans le sanctuaire culturel va m'interroger avec la particularité pour le juriste, puisque l'animal est un être vivant doué de sensibilité et se pose la question de sa réification, voire de son assujettissement. Ici, je voudrais voir cette irruption animale dans le sanctuaire culturel à deux endroits. Tout d'abord, réellement, dans une dimension presque topographique, avec un animal qui débarque dans nos musées,
ou aussi imaginairement avec cette idée de l'acte créateur qui est de prime abord réservé à l'homme. Après tout, s'il y a une dignité philosophique respectée vis-à-vis de l'homme, ça serait celle de la création, on pourra en douter dans quelques instants. Mais c'est la symbolique de la distance au vivant, de l'asepsie même des espaces d'exposition qui m'intéresse, avec en 1969 Yanis Kounelis qui vient l'éprouver en attachant 12 chevaux au mur de la galerie Latico de Rome. Comme vous le voyez également sur cette photo, c'est généralement plutôt la question du végétal qui pénètre dans les espaces d'exposition. Vous avez ici des roses de Damas de Fatma Boukak et les mimosas de Mohamed Bourouissa à droite, qui évidemment posent des questions de conservation préventive, puisque ces plantes sont les meilleurs ennemis de la stabilité requise pour la bonne conservation des œuvres, amenant des micro-organismes dans l'espace. Mais consécutivement, c'est l'espace réservé à la nature qu'il faut circonscrire, notamment ici, lorsque Pierre Huyghe fait pénétrer des abeilles dans les galeries de Beaubourg, et dont il convient pour l'équipe de conservation de s'assurer qu'elles ne fassent pas une ruche entre les Matisse et les Kandinsky. Parfois, c'est même le spectateur qu'il faut mettre en protection des dangers de l'espace d'exposition habité par le vivant, et au-delà des abeilles bien inoffensives, voici ici Michel Blasi, avec ses différentes pourritures animales et végétales, qui nous confrontent à un espace aérien pleinement habité par les non-humains. Et alors, je n'ai pas retrouvé ma petite pancarte, exposition déconseillée aux asthmatiques, hein, on se prémunit toujours du contentieux, puisque tout cet espace d'exposition est habité par les spores. Alors on se souvient de l'importance de cette question de l'animal, avec l'animal utilisé comme objet de création, et les philosophes Deleuze et Guattari l'observaient en 1970, l'art ne cesse d'être hanté par l'animal. On est en effet, suite à l'horreur nazie, se pose la question de la place de l'homme et de cette relation à l'animalité. On se souvient de l'expérience mythique de Joseph Beuys lorsque celui-ci s'enferme plusieurs jours durant dans une galerie américaine avec un coyote. Dans les expériences artistiques impliquant des animaux vivants, celles-ci se multiplient depuis cette époque. Mais ne nous affolons pas, la plupart du temps, l'animal est un travailleur paisible et pour le juriste, peu de questions se posent, sous réserve évidemment de sa bientraitance. Quelques exemples ici, là encore je n'ai pas retrouvé mes photos des oiseaux de Céleste Boursier-Mougenot au hangar à bananes de Nantes. On a aussi, toujours à Nantes, vous l'aurez compris, je suis un ancien Nantais, la question des loups dans les douves du château des Ducs de Bretagne à travers l'œuvre de Stéphane Tidet. De la même manière, les animaux sont relativement paisibles lorsqu'ils s'approprient les artefacts artistiques, ici les axolotes de Mathieu Mercier ou les larves trichoptères d'Hubert Duprat. Plus contraints ont pu paraître les oiseaux, les bulbules à ventre rouge de Ziad Antar, que les visiteurs étaient invités à libérer de leur cage pour leur faire investir Beyrouth. Et j'ai appris hier soir que certains spécialistes des animaux dans Beyrouth s'étaient un peu affolés de l'arrivée en masse de ces animaux qui n'étaient pas du tout prévus. On trouve également pêle-mêle les pans d'Anna Milton, les poules de Kun von Mechelen, les araignées de Thomas Saraceno ou les fourmis de Brad Trummel. La pratique consacre en réalité des droits individuels à ces animaux, et on retrouve ici mon chien préféré, le chien à la patrose de Pierre Huyghe, dans les espaces d'exposition à gauche du centre Pompidou et à droite aux Pays-Bas, dont on a voulu s'assurer de la bientraitance, en s'assurant qu'il avait des horaires de participation à l'œuvre, qu'il puisse se reposer à l'arrière des cimaises, et qu'enfin les visiteurs ne viennent pas perturber ses déambulations. De la même manière, Mircea Cantor, en bas à gauche, dans son travail de fin d'études appartenant au FRAC de Nantes, toujours des Pays de la Loire, a mis en contact un loup et une biche et s'est assuré des services d'un vétérinaire comportementaliste pour s'assurer que l'un et l'autre n'allaient pas se manger, mais seulement s'observer pour créer cette inquiétante étrangeté. Finalement, la démarche d'information des visiteurs suffit, prévient la difficulté et prévient évidemment le contentieux. Alors pour cela, les conseils des vétérinaires sont souvent sollicités et également l'aval d'associations de défense des animaux. Néanmoins, on peut avoir des difficultés qui se manifestent. Et là, vous avez une œuvre de Laurent Tixador, Le potager en aquaponie, où il s'agit d'un circuit fermé dans une cage de verre. Et il s'agit de bien traiter ces pauvres poissons rouges, notamment parce qu'on est en plein été. Et donc, il faut garantir un apport d'eau et en oxygène suffisant. Et surtout, imaginez la suite de l'œuvre. En l'occurrence, vous pouvez retrouver les acteurs de cette participation, c'est-à-dire les poissons, dans une mare du Jardin des Plantes à quelques centaines de mètres. Mais dans l'amont, parfois, des risques pour les animaux font
renoncer à des acquisitions pour des institutions d'art contemporain. J'en arrive ici, en 2002, à une acquisition avortée, celle du MAM de la ville de Paris, avec une œuvre de Marcel Brothers, Ne dites pas que je ne l'ai pas dit, qui met en scène, comme vous le voyez au centre, un perroquet, et juste à côté, un magnétophone qui répète en non-stop la même phrase, de sorte que l'animal la répète sans cesse. Alors, le musée avait eu l'autorisation du comité d'acquisition, l'assentiment des élus de la ville, mais sous la pression d'associations de défense du patrimoine qui menaçaient d'introduire un procès et des élus de l'opposition, eh bien, l'œuvre n'a pas été acquise, considérant que l'oiseau allait tourner complètement fou à la stéréotypie mortifère provoquée au nom de l'art. Mais l'idée de cette communication, lorsqu'on y a réfléchi il y a plusieurs mois, m'est venue à partir d'une exposition organisée en 2017 par le Guggenheim, avec cette exposition « L'art et la Chine avant 1989, Théâtre du Monde », qui met en scène plusieurs œuvres. Certaines là vont être un peu difficiles, je préviens. La première, Dogs That Cannot Touch Each Other, du couple Peng Yu et Su Yan, est une captation vidéo antérieure d'un combat de chiens, de différents chiens, sur des tapis électriques, qui vont donc chercher à s'entre-dévorer, mais ne vont pas pouvoir se toucher. Eh bien, l'exposition de la vidéo a fait évidemment scandale à New York, considérant qu'elle était d'une particulière cruauté au moment de la réalisation de la vidéo. Puis, le scandale s'est étendu à A Case Study of Transference de Xu Bing, qui est une représentation ici des relations entre l'Occident et l'Orient dans un discours métaphorique mettant en face à face deux cochons, un tatoué et un sur lequel sont des inscriptions, et qui devaient copuler en public au moment de la captation de l'œuvre. Autre difficulté, scène de Ville d'Elvoye, on est toujours dans le domaine porcin, et cette fois-ci à Nice, au Mamac. Alors les animaux sont déjà morts lorsqu'ils sont dans le musée, mais ils ont nécessité une anesthésie générale en Chine avec leur tatouage, et on a attendu leur belle mort. Certains considèrent qu'elle a été éventuellement provoquée un petit peu par leurs conditions de vie. Le musée s'en défend, mais il y a eu un référé à ce moment. Plus encore, l'animal pourrait même voir sa mort provoquée par l'artiste. Je vous ai mis une vision assez soft à droite de l'œuvre du plasticien flamand Jan Fabre, qui lance des chats du haut d'un escalier dans une mairie, si j'ai bon souvenir, et qui se retrouve devant le tribunal de police. Et celui-ci prouve qu'en réalité, les chats étaient bien heureusement déjà morts. Il les a, enfin, bien heureusement, pas pour le chat, mais pas avoir provoqué la mort. Il les a récupérés au bord de l'autoroute et que l'œuvre visait justement à provoquer, dans un regard différencié, à la question de l'animal décédé. Autre œuvre, là aussi j'ai choisi une image soft, de Guillermo Vargas, cet artiste du Nicaragua, qui met un chien dans une galerie d'art, un chien abandonné qui est au bord de mourir de faim, et qui diffuse cette photographie qui va faire qu'il y aura une intervention de police dans la galerie d'art. En réalité, le chien est depuis bien longtemps en sécurité. Il s'agissait d'une œuvre de provocation. Ce chien avait été récupéré à l'abandon, mais de provoquer en disant précisément « vous ne faites rien ». Et il y avait une analogie autour des personnes toxicomanes dans la région. Bon, l'œuvre est assez complexe, mais vous voyez qu'on jouait à la provocation à la mort de l'animal pour la création, ce qui a nécessité l'intervention des forces de police, contrairement d'ailleurs à la toxicomane morte devant les forces de police et les pompiers de cette ville du Nicaragua. Mais certaines œuvres provoquent bien des morts réelles. Ici, on a Damien Hirst avec ses papillons. On a une autre œuvre à la Tate, il y a un peu moins longtemps, avec plus de 9000 mouches qui sont décédées rien qu'au moment du vernissage. Et puis, on va avoir des contentieux qui vont naître au-delà de la provocation qui va entraîner des discussions et des réactions de presse, avec les œuvres, notamment ici, de l'artiste danois Marco Evaristi en 2003. Vous le voyez, une série de mixeurs branchés, je précise, contenant des poissons rouges, émettant la pulsion de mort du spectateur en position d'interagir. Il suffit qu'il appuie sur un bouton pour que l'animal décède. Des poursuites furent engagées à l'encontre de l'artiste pour cruauté envers les animaux, mais aussi devant le directeur du lieu. Pourquoi ? Parce que 2 poissons rouges sont morts broyés durant l'exposition. Ceux-ci, les 2, ont au début eu une amende, mais finalement, le directeur du lieu a été relaxé, je cite, « au motif que les poissons n'avaient pas eu le temps de souffrir ». Mais les morts animales peuvent être provoquées dans une démarche artistique qui interroge la cruauté de la nature elle-même, en particulier dans les rapports interespèces. Et je vous parlais au musée Guggenheim du titre de l'exposition Théâtre du Monde, mais qui est en réalité le titre de cette œuvre de Wang Yongping.
Cette œuvre met plusieurs dizaines d'espèces dans un vivarium, et ces espèces vont se manger les unes les autres, selon un ordre naturel provoqué par la rencontre de ces espèces. Là aussi, métaphore géopolitique à l'époque de sa création en 1993. L'œuvre fera scandale, elle va même être endommagée un tout petit peu après le vernissage, et en tout cas, depuis cette exposition, elle n'a jamais été représentée, notamment quand moi j'ai vu l'exposition, la rétrospective en 2014 à Nantes, l'œuvre ne faisait pas partie notamment de cette rétrospective, parce que le voyage à Nantes avait peur d'un certain nombre de procès. Mais la radicalité peut aller plus loin, attention âme sensible, dans l'hybridation, puisque certains artistes cherchent à se projeter dans la peau de celui-ci. Ici, vous avez l'œuvre de Xiao qui unit une tête de fœtus humain dont on ne connaît pas la provenance et d'une mouette. Et ceux-ci ont été à la fois le lieu d'exposition de Berne et l'artiste, déférés devant le tribunal cantonal et condamnés pour recel des produits du corps. De manière plus joyeuse et plus paisible, retrouvons Abraham Poincheval au palais de Tokyo qui couve les œufs d'une poule jusqu'à éclosion, ou plus radicalement, art orienté objet, ce couple d'artistes dont madame va se faire injecter du sang de cheval pour voir les réactions physiques qui vont être provoquées par cette acculturation, si j'ose dire, ou naturalisation, ou monisation du sang du cheval, avec des difficultés, me disait le groupe d'artistes, à trouver un vétérinaire et un médecin acceptant d'entourer la performance pour diminuer les risques de l'exposition. Et ils ont changé de lieu d'exposition précisément parce que le centre d'art avait peur d'un procès. Finalement, j'en arrive à la question de l'homo faber. Est-ce que dans cette hypothèse de la pénétration culturelle de l'animal, on ne peut pas aller au stade ultime avec un animal créateur? Alors souvent, l'animal est créateur, mais est créateur dans le cadre d'un protocole mis en place. Ici, les Flying Rats de Caderaccia, qui viennent manger nos petits-enfants composés de graines pour oiseaux et qui vont se dissiper au fur et à mesure de l'exposition. Mais l'animal ne pourrait-il pas dépasser ce stade de ressources de la création pour devenir un véritable artiste? Voilà qui ébranlerait la notion d'homo faber proposée par Bergson. On en revient à nos débats philosophiques dès la terminale de la définition de l'art autour de son utilité ou de son inutilité. Et il s'agirait de savoir si l'animal est capable d'une créativité non intéressée, puisque finalement ce qu'on appelle art n'est qu'un regard esthétisant porté sur les créations de la nature, on l'a vu juste avant. Dans le champ artistique, je ne peux pas louper un monument, Le soleil s'endormit sur l'Adriatique, le tableau que vous avez à gauche, de Joachim Raphaël Boronali, présenté au Salon des Indépendants de 1910, qui est en réalité une œuvre de Roland d'Orgelès et un âne, vous l'avez en bas à droite. L'âne est stimulé, sa queue trempée dans de la peinture, et il est stimulé à l'aide de plantes spécifiques dont j'ai oublié la définition, pour qu'il puisse réagir, s'agiter. Alors évidemment, il n'y a pas eu de revendication de droit d'auteur. Je préciserai qu'il y avait la présence d'un huissier de justice. À mon sens, c'est la première œuvre artistique nécessitant la présence d'un professionnel du droit dans le cadre de son processus. Mais il n'y a pas de revendication de création, ni de la part de Dorgelès, ni de l'âne, puisque précisément, il s'agit de déchoir l'artiste de son piédestal, de cette figure du génie romantique. Cette qualité octoriale est également en question avec l'artiste, ou en tout cas l'animal Picasso ici, dont l'artiste, la vraie, la femme juste à côté, sa propriétaire, a monté un sanctuaire et a créé une galerie d'art avec un certain nombre de ventes. Mais la question n'est pas nouvelle. Vous avez ici Congo, le chimpanzé, dont Pablo Picasso, le vrai, avait acquis 3 toiles. Et donc c'était une star de cette époque. Et il nous dit que son talent vaut bien celui de Pollock. Je laisserai chacun trancher sur cette question. En tout cas, juridiquement, c'est cette question du primat de l'auteur qui est mise en question d'un point de vue juridique. Alors, certains ont proposé, notamment en 2006, une Animal Copyright Foundation, dont vous avez le responsable à gauche, avec l'idée que les animaux doivent être intéressés à la création à partir de leur image, et on peut justement se poser de la question de savoir si ces 1% reversés à des fonds de protection sont des droits d'auteur ou des droits à l'image. En tout cas, pour un juriste de propriété intellectuelle, le droit d'auteur est impossible. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas la personnalité juridique. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'empreinte de la personnalité de l'auteur dans la création. Au mieux, l'animal pourrait être un interprète, mais encore faudrait-il qu'il ait conscience d'une création préalable qu'il réactiverait. Il faudrait donc passer par la personnalisation. Les juristes, pour l'instant, s'y refusent, au-delà de propositions théoriques.
Mais en réalité, ce n'est pas une fiction absurde, et en droit d'auteur même, on reconnaît que certains droits sur des créations appartiennent à des personnes morales, des associations, des sociétés, et ce n'est pas plus absurde que pour un animal, ce n'est pas plus arbitraire. En tout cas, le dernier grand procès qui va nous intéresser, et j'en finirai par là, c'est celui de notre singe photographe. Voici votre cousin Simus, de son joli nom de Naruto, en 2011, en Indonésie, appuie sur un appareil photo et fait ce selfie mythique que vous avez à gauche. Qui est l'auteur de ce cliché? Est-ce David Slater, qui a laissé son appareil photo traîner, animant la curiosité du singe? Est-ce le photographe qui ferait un dispositif, mais là on sait que ce n'était pas le cas? Ou est-ce que, éventuellement, c'est le parc naturel d'Indonésie qui l'a revendiqué, qui serait responsable parce qu'il serait propriétaire du singe? Alors, au-delà du fait que c'est un animal sauvage, le juriste dirait un res nullius qui n'appartient à personne, la question de l'articulation au droit d'auteur ne se pose pas par la propriété de l'animal. On pourrait se dire, voici une jolie question théorique qui n'intéresse qu'un universitaire qui invente des questions pour avoir de la difficulté à y répondre, mais en réalité, la pratique nous a confrontés à la question lorsque Qatar News Agency a repris la photo de ce singe sur son site internet et David Slater menace de poursuivre en contrefaçon. Rapidement, les esprits rétifs à l'idée même d'exclusivisme du droit d'auteur autour de Wikipédia, avec la Wikimedia Commons, vont récupérer ces photos, les mettre en accès libre, arguant que c'était le singe et non l'homme qui avait pris la photo. Le tribunal se trouve saisi, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est encore nos photographes qui veulent avoir de l'argent, perdu. C'est l'association de défense des animaux PETA qui va introduire une action, et notamment pour reconnaître que c'est bien l'animal qui a créé, avec une idée d'anthropomorphisation, pour garantir que l'argent n'aille pas au photographe. Refus du tribunal qui dit qu'il n'y a pas de décision créative. On va avoir une suite de contentieux. De manière préjudicielle, en 22 décembre 2014, le Bureau du droit d'auteur des États-Unis a clarifié la question en disant que toutes les œuvres créées à partir de noms humains ne sont pas soumises au droit d'auteur, avec un truchement qui est plus celui de la personnalité, mais qui est celui du droit de propriété, qui n'est possible, en fait, évidemment, qu'aux individus doués de la personnalité juridique. Slater va agir, et j'en finis par là, cette fois-ci pour avoir des subsides. En 2016, la justice américaine dit que, dans une solution générale, les animaux ne sont pas considérés comme des auteurs et ne peuvent pas être protégés par le Copyright Act. Le 23 avril 2018, la Cour d'appel de Californie rend un attendu général, je cite, « Toutes les violations du droit d'auteur ne peuvent être dénoncées que par des humains. La jonction entre l'humain et la création artistique est à nouveau affirmée par le droit d'auteur. » Et je m'en arrêterai sur cette question du rempart de la création par l'animal. Et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces deux communications roboratives. Je vais donner la parole à la salle. Si vous avez des questions, elles sont bienvenues. Je vous remercie, comme ce matin, de vous présenter avant de poser votre question. Non, c'est bon. Oui, merci beaucoup, Patricia Lamarche, historienne de l'art. Qu'en est-il des œuvres de Yann Fabre avec les élytres des scarabées qui font des tableaux? Alors, ça serait la même question. La question, c'est toujours la nature du prélèvement, l'origine du prélèvement de l'extrait de l'animal. Alors, pour le juriste, on peut en arriver à des questions de droit des espèces protégées. J'ai évoqué très rapidement les 3 conventions CITES, et il me semble que sur ce type d'animaux, on a régulièrement des difficultés. Alors, se pose la question de la date d'acquisition. On sait que Hearst, notamment, récupère des vieux fonds dans le nord de l'Italie de restes d'écailles, etc. Et donc là, les questions juridiques sont bornées par son studio. Mais la question qui se pose, c'est celle de l'animal vivant dans la création. Est-ce qu'il n'y a pas une provocation de la mort dans la démarche artistique? Et là, il me semble qu'en droit français, on pourrait être dans le mauvais traitement de l'animal et avec des incriminations pénales. Donc il faudrait que je sache plus la nature de la création à partir de ces extraits pour arriver à raisonner juridiquement. Si vous avez des éléments sur la provenance, justement. Voilà. En tout cas, c'est toujours cette question-là qui se pose.
À ma connaissance, en droit français, aucune action n'a jamais été intentée. J'ai une question pour toi. Est-ce que la pig farm de Wim Delvoye était justement en Chine pour protéger l'artiste de poursuite en droit français ou je pense qu'en effet, la question de l'élevage porcin et l'anesthésie générale de ces porcs pour arriver à les tatouer, j'ai pas mal travaillé sur la question du tatouage, en effet, il les a fait tatouer à cet endroit. D'ailleurs, même pour les humains, certains connaissent peut-être Tim Steiner qui a été exposé jusqu'au musée du Louvre de dos, les tatouages ont été faits là en droit suisse et bornés par une convention de prostitution en droit suisse que j'ai eu la chance de voir. Voilà, donc en effet, la question du risque, elle est aussi dans la démarche créative, ou en tout cas la démarche de production de l'œuvre par les studios. Peut-être, Benjamin Riado, vous pouvez nous donner un contre-champ du land art américain à travers cette question de l'art environnemental. Est-ce qu'on peut y percevoir une attention un peu plus marquée de préoccupation écologique, ou en tout cas d'une attention à la nature ou au vivant qui n'est pas celle de la monumentalisation, qui n'est plus un art de l'échelle mais un art de l'attention? Alors oui, disons que historiquement, dans le sillage du mouvement land art, on a eu un mouvement, alors dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais qu'on appelle Land Reclamation Art, qui est donc un mouvement un peu morné qui a intéressé notamment Robert Morris, et pour lequel il s'agit de récupérer des sites industriels qui ont été délaissés et de les réinvestir artistiquement. Mais bon, la dimension, on est dans les années 70, mais la dimension de greenwashing déjà à l'époque a un peu préoccupé l'artiste, si bien qu'il s'est retiré de ce type de projet. Donc il y a déjà eu ça, où quand même il y avait la question du devenir des sites industriels pollués qui était en question, ça avait déjà ce mérite-là. Et sinon, oui, dans la catégorie d'art environnemental que j'ai évoquée, c'est une catégorie plus large dans laquelle on a tendance à ranger tout. Il y a une publication de Kastner et Wallis sur la question. Donc c'est une catégorie qui donne pas lieu à la revendication de la part des artistes. Je fais de l'art environnemental. Mais en tout cas, oui, on a surtout des artistes britanniques qui font des petits arrangements un peu esthétisants à partir de feuilles, d'alignements de pierres ou des choses comme ça dont le but artistique, en plus de l'image esthétique qui est produite, est aussi d'avoir un impact négatif ou nul sur l'environnement, puisque les feuilles, par exemple les feuilles comment s'appelle-t-il, de Andy Goldsworthy par exemple, des alignements de feuilles dégradées de couleurs qui sont placées en équilibre sur un cours d'eau, ne risquent pas de polluer le cours d'eau, ne font pas de mal aux arbres, enfin c'était des feuilles déjà par terre. Bon, il y a un art comme ça très respectueux de l'environnement et qui prend place dans l'environnement, mais qui produit des documents qui sont tout à fait marchandisables et qui font la fortune de Andy Goldsworthy de façon conventionnelle finalement. Bon, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Après, Ronan Bretel, on a vu que le land art peut avoir une forme extrêmement éphémère, mais est-ce qu'il échappe pour autant aux droits d'auteur? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui donne de la consistance aux droits d'auteur dans le land art? Alors, ce n'est pas la question de la temporalité, la preuve, une chorégraphie improvisée d'une microseconde, il y a une prise du droit d'auteur. La question, je l'ai dit, ce n'est pas celle du concept. J'ai noté, vous avez réinstitué le land art dans la question de l'art conceptuel, ce qui d'ailleurs fait débat chez certaines personnes, mais parce que précisément, il n'y a pas d'appropriation possible de l'idée elle-même. Je vous le disais, on pouvait refaire exactement la même chose, mettez des pylônes dans votre jardin ce soir, vous aurez des problèmes de droit de l'urbanisme éventuellement, mais pas de droit d'auteur en particulier. Par contre, c'est la question de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est mis en œuvre. Mais la difficulté, c'est comme on est sur un art situé, la preuve, les musées sont propriétaires de certains espaces, des collections d'immeubles pour un juriste, c'est-à-dire de sites, ça n'a pas de soi pour les musées, c'est parce qu'on a le plus l'habitude. Eh bien, évidemment, la création, elle est localisée à cet endroit. Donc finalement, la reproduction contrefaisante, elle est quasiment impossible. Par contre, une question qui se pose beaucoup en art conceptuel et qui pourrait se poser dans quelques formes plutôt du deuxième mouvement que vous avez évoqué, c'est l'actualisation d'une même œuvre à deux endroits dans le monde.
puisque, je pense notamment aux œuvres de Karl André, alors qui sont un peu sur autre chose, mais qui prélèvent certains bois, notamment de l'endroit, etc. Et vous pouvez avoir la même œuvre faite dans 2 bois différents, à 2 endroits différents du monde. Et donc évidemment, moi ce qui m'intéresse d'un point de vue de juriste, c'est qu'on dit que c'est la plus formidable école de l'imagination. Et bien là, on a inventé une pure duplication. On a une même œuvre à 2 endroits dans 2 matérialités. Donc le droit d'auteur va agir sur la manière dont c'est fait, mais on voit que les dispositifs sont tels qu'en réalité, il ne va pas avoir de contrefaçon. La contrefaçon, elle va arriver beaucoup plus par les photographies, qui sont souvent pas des artistes. On parle souvent de Christo et Jeanne-Claude, vous savez, ceux qui empaquetent l'Arc de Triomphe, etc. Mais ils travaillaient toujours avec le même photographe. Mais se pose évidemment la question du droit moral. Alors, le droit moral, on l'a beaucoup en droit français et dans les droits continentaux, mais là, je crois qu'on l'a sur les musées américains. S'ils n'entretiennent pas une œuvre qui n'a pas pour destinée artistique de se détruire, alors là, on est dans une contrefaçon, non pas pour des questions de reproduction, de représentation et de revenus, mais bien dans un non-respect de l'œuvre, puisque le droit au respect est une des 4 composantes du droit moral sur les œuvres. Et je crois qu'évidemment, les œuvres de land art sont les plus fragiles par nature. Bah oui, parce qu'elles sont monumentales, énormes, et sujettes à l'érosion et tout. Savez-vous à propos de la duplication qu'il existe 2 statues de la liberté ? Il y en a une qui a été produite par Bartholdi, donnée à la France, et il y en a une produite en pièces détachées, 192 je crois, et qui sont coulées dans des fonderies de Shanghai, qui sont les seules à pouvoir encore fondre du bronze comme ça. Et donc il a fait, je crois, maintenant les 192 pièces, et c'est un artiste vietnamien qui s'appelle Dan Vo. Voilà, donc il y a 2 statues de la liberté. Mais du coup, elle n'est pas montée. Elle n'est pas montée, elle est en pièces détachées, elle est exposée en pièces détachées. Ouais. Moi, j'ai une dernière question sur... on a vu qu'Anish Kapoor a pu protéger son ultra noir, mais est-ce qu'on peut protéger un pigment d'origine naturelle ? Enfin, qu'est-ce qui donne consistance au droit d'auteur ? Alors, là, on sera dans le champ plus large de la propriété intellectuelle. Ça va dépendre des pays, déjà. Mais on ne va pas être par la prise de la création, puisque là, on est sur une extraction de matériaux. Je vous l'ai dit, le spectre chromatique, lui, n'est pas protégé en lui-même. Par contre, ça va être sur des pigments artificiels, où là, on va pouvoir avoir un certain nombre de protections plutôt dans les droits étrangers. Dans le droit français, le droit européen de la propriété intellectuelle, on va plutôt recourir à la marque, puisqu'une couleur peut être une marque, un nom de couleur, un brevet, puisque là, c'est un véritable brevet optique, avec l'idée d'absorber le plus pour avoir un noir absolu. Donc on va arriver par la technologie du brevet qui est, je le rappelle, une solution technique à un problème technique, c'est la définition. Et puis on va arriver finalement à du secret des affaires. Ça va être un petit peu les 4 outils, mais en soi, le droit d'auteur ne va pas être mobilisé pour garantir des exclusivités. Par contre, le créateur, une fois qu'il va avoir un brevet, fait ce qu'il veut. Et je vous l'ai mis sur le Pink, je ne sais plus le nom de cet artiste qui a voulu se venger d'Anish Kapoor, où tout le monde peut l'utiliser sauf Anish Kapoor. Et si vous avez bien vu, vous avez une photo Instagram d'Anish Kapoor faisant un geste très élégant avec son doigt plongé dans ce rose, pour se moquer de cette appropriation. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Je crois que ça va être le moment de la pause. On peut faire le constat ensemble que jusqu'ici, la création artistique a un lien au vivant qui est peut-être un peu distendu ou alors distancié, et on peut peut-être espérer qu'elle ira vers d'autres chemins. Du coup, on fait une pause d'environ un quart d'heure, voire même de précisément un quart d'heure pour la dernière séance de cette journée. Merci beaucoup de votre attention.